26 décembre 2024. Deux passagers de l'avion Embraer d'Azerbaïdjan Airlines qui s'est écrasé au Kazakhstan ont déclaré à l'agence Reuters qu'ils avaient entendu au moins une forte détonation lorsque l'avion approchait de sa destination initiale dans le sud de la Russie. Après avoir évité une zone du sud de la Russie, où Moscou a utilisé à plusieurs reprises des systèmes de défense aérienne contre les drones ukrainiens, Le vol 8243 d'Azerbaïdjan Airlines. Il volait normalement de Bakou, en Azerbaïdjan, vers la ville de Grozny, en Russie. À bord, 67 personnes rentrèrent chez elles après les fêtes de fin d'année. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Cette vidéo montre le moment exact. 38 personnes sont mortes. La Russie a immédiatement nié toute responsabilité et a inventé des théories absurdes. Ils sont même allés jusqu'à parler d'une explosion de bonbonnes de gaz. Sauf que cet accident a révélé quelque chose de bien plus sinistre. Quelque chose qui se passe tous les jours dans le ciel de l'Europe. Quelque chose qui pourrait entraîner le monde dans un nouveau conflit. Et cela se produit parce que des centaines d'avions perdent leur système de navigation. Chaque semaine. Et cela rend l'OTAN extrêmement nerveuse. Pour la première fois, ils ont donné un ultimatum direct à Poutine. Si un avion commercial s'écrase à cause de ces interférences, il y aura une réponse militaire. Mais est-ce que Poutine veut vraiment éviter cette confrontation? Cette guerre invisible ferait-elle partie d'un plan plus vaste? C'est ce que je vais te montrer. Imagine que tu pilotes un avion de ligne qui s'approche de l'aéroport de Tartu, en Estonie. Soudainement, tous les instruments Global Positioning System cessent de fonctionner. Tu as du mal à naviguer avec précision. Le contrôleur aérien crie à la radio pour que tu interrompes immédiatement l'atterrissage. Ce n'est pas de la fiction. Cela s'est produit tellement de fois que Finnair, l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Europe, a annulé tous les vols vers cette ville pendant plus d'un mois. Ils n'arrivaient tout simplement plus à opérer en toute sécurité. Voici la première information qui va te choquer. 350 vols commerciaux sont attaqués chaque jour. Je ne parle pas d'une semaine ou d'un mois. Chaque jour. En mars de l'année dernière, 1600 avions ont été impactés en seulement 48 heures. Mais attends, pourquoi ai-je dit attaquer? Que se passe-t-il exactement avec ces avions? Eh bien, il y a une différence cruciale que tu dois comprendre. La Russie utilise deux techniques différentes, le brouillage et le spoofing. Et la deuxième est bien plus dangereuse que tu ne l'imagines. Le brouillage est simple. C'est comme si quelqu'un criait très fort pendant que tu essayes de parler au téléphone. La Russie émet un signal très puissant qui étouffe complètement le Global Positioning System. Le pilote se rend immédiatement compte qu'il a perdu le signal et peut prendre des mesures. C'est dangereux, mais au moins il sait que quelque chose ne va pas. Maintenant, le spoofing c'est complètement différent. C'est comme si quelqu'un falsifiait le Global Positioning System de ta voiture pour te faire croire que tu rentres chez toi. En réalité, tu te diriges tout droit vers une falaise. Le conducteur reçoit toujours des informations erronées sur son Global Positioning System. Il pense qu'il navigue correctement, mais il est trompé. Et voici le point le plus effrayant. La Russie évolue du brouillage vers le spoofing. En 2025, la majorité des attaques sont déjà de type spoofing. Ce n'est pas un accident, c'est une escalade intentionnelle. Mais comment savons-nous que cela vient de la Russie? Comment en sommes-nous certains? Une équipe de scientifiques polonais a fait un travail qui ressemble à une enquête criminelle. Ils ont analysé des milliers de données de vol. Ils ont étudié la dégradation des signaux. Ils ont mesuré le temps d'arrivée des ondes radio et ont réussi à trianguler la source des interférences avec une précision d'1 kilomètre. Le résultat:
2 endroits spécifiques à Kaliningrad. Le complexe d'antennes d'Okunevo et la base navale de Baltisk. Il n'y avait plus de doute. Ces interférences proviennent d'installations militaires russes. Maintenant, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que Kaliningrad? Et pourquoi est-ce si important? Voyez-vous, Kaliningrad est un territoire russe complètement isolé du reste de la Russie. Il est coincé entre la Pologne et la Lituanie, comme une île russe au milieu de l'Europe. Pour Poutine, ce petit territoire est bien plus qu'un simple morceau de terre. C'est un poignard pointé directement vers le cœur de l'OTAN. Je vais t'expliquer pourquoi. Il existe un corridor terrestre étroit de seulement 65 km qui relie les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie au reste de l'OTAN. On l'appelle le corridor de Suwalki. Si la Russie parvient à couper ce corridor en avançant depuis Kaliningrad et la Biélorussie en même temps, les pays baltes se retrouvent complètement isolés. L'OTAN aurait de grandes difficultés à les défendre par voie terrestre. Et c'est précisément pour cette raison que Poutine a transformé Kaliningrad en une véritable forteresse. Là-bas sont installés certains des systèmes de guerre électronique les plus avancés au monde. Le Mourmansk BN par exemple a une portée allant jusqu'à 8000 km et peut interférer avec les communications par satellite de l'OTAN dans le monde entier. Mais il y a quelque chose d'encore plus sinistre. Kaliningrad abrite également des missiles Iskander à capacité nucléaire. Ces missiles peuvent atteindre Berlin, Varsovie, n'importe quelle capitale européenne en quelques minutes. Alors, Poutine n'interfère pas seulement avec des avions civils. Il teste en quelque sorte les défenses de l'OTAN, étudie les temps de réaction, cherche des faiblesses dans l'alliance occidentale. Et il y a plus. Vous vous souvenez de l'accident du vol d'Azerbaijan Airlines? Celui que j'ai montré au début. Cette vidéo terrible de l'avion qui s'écrase. Tu ne vas pas croire comment la Russie a réagi. D'abord, ils ont tout nié. Ensuite, ils ont inventé des théories du complot folle. Ils ont parlé d'une collision avec des oiseaux, d'une explosion de bonbonnes de gaz. N'importe quoi pour éviter la responsabilité. Quand finalement les preuves sont devenues irréfutables, Poutine a fait des excuses soigneusement calculées. Il a dit qu'il regrettait que ce tragique accident soit arrivé dans l'espace aérien russe. Mais il n'a jamais admis que c'était la Russie qui avait abattu l'avion. Avant que nous commencions à travailler, malheureusement, je dois dire quelques mots sur la tragédie qui s'est produite aujourd'hui à Aktau. Un avion s'est écrasé, causant des morts et de nombreux blessés. Comme nous venons de le dire ensemble, je voudrais, en votre nom, présenter mes condoléances aux familles des victimes et à toutes les personnes touchées. Imaginez cela à plus grande échelle. Si un avion de ligne rempli d'Européens ou d'Américains s'écrase dans la mer Baltique à cause de la guerre électronique russe, pensez-vous que Poutine utilisera exactement la même stratégie? L'histoire récente nous montre que oui. Il va probablement nier, inventer des théories, accuser l'OTAN, lancer des campagnes de désinformation, et cela va rendre une réponse rapide et unifiée de l'OTAN beaucoup plus difficile. Pendant que les pays occidentaux discutent des preuves et essaient d'atteindre un consensus, Poutine gagne un temps précieux pour façonner le récit. Mais si l'OTAN décidait quand même de répondre, quelles sont les options? La première option serait une pression indirecte, augmenter encore l'aide militaire à l'Ukraine, imposer de nouvelles sanctions économiques, accélérer la production d'armements occidentaux. Bienvenue sur CBS News 24/7. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est à Washington cette semaine. Il rencontre le président Trump, les secrétaires d'État et de la Défense, Marco Rubio et Pete Hegseth. Il est aussi prévu qu'il visite un parc à Capitol Hill pour rencontrer les sénateurs. Kathleen Huey-Burns, correspondante du Congrès pour CBS News, suit de près la récente conférence de presse entre le président et Rutte. Quelle est la situation avec les sénateurs aujourd'hui? Salut Red. Oui, c'était une conférence de presse assez longue. C'est en fait une question assez complexe et je parie que les sénateurs y prêtaient attention. L'essentiel de cette conversation portait sur ce transfert d'aide à l'Ukraine sous forme d'armes.
Ici, au Capitole, la grande question du jour est de savoir s'ils vont adopter des sanctions contre la Russie pour essayer de faire pression sur la Russie, de les amener à la table des négociations. Et l'opinion parmi les sénateurs ici, en particulier les républicains, est que cela aidera à mettre fin à cette guerre. C'est essentiellement la même chose. Le problème, c'est que cette stratégie est déjà utilisée depuis 2022, et il n'est toujours pas clair si elle parviendra à forcer Poutine à arrêter. La deuxième option serait plus risquée, une action militaire secrète. L'OTAN pourrait utiliser des cyberattaques pour désactiver les systèmes de guerre électronique à Kaliningrad, où elle pourrait déployer des forces spéciales pour saboter physiquement les antennes et les équipements. D'ailleurs, l'Ukraine a déjà montré que c'est possible. En janvier, ils ont mené une opération brillante, appelée Toile d'araignée. Ils ont utilisé des drones introduits en contrebande sur le territoire russe, assemblés localement, guidés par navigation manuelle pour éviter les interférences Global Positioning System. Ils ont réussi à attaquer 5 bases aériennes russes simultanément. Cela prouve qu'il est possible de neutraliser des cibles russes sans utiliser la puissance aérienne conventionnelle. Mais si l'opération était découverte, si des soldats de l'OTAN étaient capturés en territoire russe, ce serait une catastrophe diplomatique gigantesque. La troisième option serait la plus dangereuse, des frappes aériennes directes contre Kaliningrad. L'OTAN a déjà des chasseurs dans la région grâce à sa mission de police aérienne balte. La Pologne dispose également de 59 chasseurs, dont 41 sont en état de combat. Une campagne aérienne, coordonnée, pourrait détruire les installations de guerre électronique russes, mais cela serait également perçu par Poutine comme une déclaration de guerre. Et voici le point le plus crucial de toute l'histoire. Parce que peut-être, juste peut-être, c'est exactement ce que Poutine veut. Réfléchis avec moi. Pourquoi Poutine risquerait-il une guerre avec l'OTAN ? Pourquoi provoquerait-il une alliance militaire bien supérieure ? La réponse pourrait se trouver dans l'article 5 du traité de l'OTAN. Cet article stipule qu'une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. Mais il y a un piège crucial. Cela ne s'applique que lorsqu'un pays de l'OTAN est attaqué en premier. Et si Poutine parvient à provoquer un pays de l'OTAN à attaquer Kaliningrad en premier, alors il peut argumenter que c'est la Russie qui a été attaquée, que l'article 5 ne devrait pas s'appliquer, que l'OTAN ne devrait pas s'impliquer dans une guerre qu'ils ont eux-mêmes commencée. Et cela créerait un énorme problème au sein de l'OTAN. Des pays comme l'Allemagne et la France pourraient hésiter, demandant une désescalade. Des pays comme la Pologne et les pays baltes exigeraient probablement une réponse totale. Les États-Unis, eh bien, seraient probablement partagés entre soutenir les alliés et éviter une guerre nucléaire. Et, pendant que l'OTAN débattrait et se diviserait, Poutine pourrait agir. Peut-être essaierait-il de prendre le corridor de Suwałki pour protéger Kaliningrad. Peut-être isolerait-il les pays baltes un par un, tandis que les plus grands membres de l'OTAN discuteraient encore de ce qu'il faut faire. Comme vous pouvez le voir, c'est une situation extrêmement compliquée, presque un piège. Poutine semble utiliser la structure même de l'OTAN contre elle-même. Et si c'est vrai, cela expliquerait pourquoi les interférences électroniques augmentent. Ce n'est pas pour abattre des avions par plaisir, c'est pour créer suffisamment de pression jusqu'à ce qu'un pays perde patience et attaque en premier. Chaque vol annulé, chaque système de navigation brouillé, chaque pilote forcé d'abandonner un atterrissage, tout cela augmente la pression sur les gouvernements européens. Et plus la pression est forte, plus il y a de chances que quelqu'un commette l'erreur que Poutine semble attendre. Mais il y a un autre facteur qui rend tout cela encore plus dangereux. La guerre électronique de la Russie n'affecte pas seulement les avions. Elle est en train de saper toute la structure économique qui soutient l'aviation et le transport maritime. Et cela cause un autre problème grave. Les compagnies d'assurance qui protègent les avions et les navires commencent à paniquer. Elles ne savent pas comment classer ces attaques électroniques. Lorsqu'un avion est abattu par un missile, c'est clairement un acte de guerre, et il existe un type d'assurance spécifique pour cela.
Lorsqu'un avion s'écrase à cause d'une défaillance mécanique, c'est un accident normal et il existe un autre type d'assurance. Mais si un avion s'écrase parce que quelqu'un a piraté le Global Positioning System, est-ce une guerre ou un accident? Les compagnies d'assurance ne savent pas répondre, alors elles font la seule chose qu'elles savent faire, augmenter drastiquement les prix ou simplement annuler la couverture dans la région. Poutine a découvert comment attaquer sans tirer un seul coup de feu. Rien qu'en créant suffisamment de risques et d'incertitudes, il parvient à faire en sorte que tout le système financier qui soutient le commerce européen commence à s'effondrer dans la région. C'est une guerre économique déguisée en problème technique. Et alors, à quoi pouvons-nous nous attendre dans les prochains mois? Tout porte à croire que la situation se dégrade. L'OTAN, de son côté, développe déjà des systèmes de navigation alternatifs. Des projets comme le Air, modulation qui utilise des ondes radio terrestres au lieu de satellites, devraient entrer en service d'ici 2026. L'Europe est engagée dans une course contre la montre. D'un côté, elle doit développer des défenses contre la guerre électronique russe. De l'autre, elle doit trouver une réponse qui ne finisse pas par les piéger eux-mêmes. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que dans le pire des scénarios, l'OTAN devrait risquer d'attaquer Kaliningrad? Ou devrait-il chercher d'autres alternatives? Donnez votre avis en commentaire. Si ce contenu vous a aidé à comprendre cette crise, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux qui ont besoin de savoir ce qui se passe réellement dans le ciel de l'Europe. À la prochaine!